Je vous présente justement les voix de l'info du jour, celles qui m'accompagnent aujourd'hui. Charlotte Dornelas, bonsoir. Journaliste à Valeurs Actuelles. Michel Saudet, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint auprès de Politis. Notre chroniqueur est là, Jean-Luc Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Erwan Lenohan, bonsoir. Bonsoir. Consultant en stratégie. Et on accueille pour ce premier débat Luc Carbonas, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne, candidat à la tête du PS. Vous avez débattu évidemment hier soir. Et puis ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne va plus, la rupture est consommée. On écoute Jean-Yves Le Drian au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Je me retire du Parti Socialiste avec à la fois beaucoup d'émotion. Ça fait 44 ans que j'en suis membre. Avec aussi beaucoup de fierté. J'estime aujourd'hui que la manière d'avancer vers l'Europe, la manière de transformer notre pays, c'est auprès d'Emmanuel Macron qu'il faut le faire. Et je regrette que le Parti Socialiste se replie aujourd'hui dans des convictions qui sont, à mon sens, dépassées. Luc Carbonas, je sens que vous allez me dire, mais c'est une clarification nécessaire, au moins comme ça les choses sont claires. Mais je vous dirais, avant même que vous me répondiez, que Jean-Yves Le Drian, c'est pas n'importe quelle politique. Il a une surface, une épaisseur. Malgré tout, c'est un départ qui marque un avant et un après. Écoutez, je regardais les images. C'est dommage que les Césars soient passés parce qu'on aurait pu leur remettre un prix. Ce matin, on a assisté à quoi, sincèrement? Donc Jean-Yves Le Drian qui a été pendant des décennies l'agent utile, c'est vrai, du Parti Socialiste et qui ce matin devient l'idiot utile de La République En Marche en venant sur vos plateaux nous faire la plus belle fake news sûrement de l'année. Je ne suis plus membre du Parti Socialiste, mais il n'est plus membre du Parti Socialiste depuis qu'il est entré dans ce gouvernement que j'ai caractérisé hier soir, un gouvernement de droite libérale. Alors, il peut faire toutes les simagrées, Jean-Yves Le Drian, toutes les circonvolutions, la main sur le cœur. Il a trahi sa famille politique, et aujourd'hui, pour un tour de manège au pouvoir de plus, il a tourné le dos à toutes ses convictions. Et donc, tout cela m'impressionne peu. Trahison, les mots sont forts. Est-ce qu'il faut comme ça balayer d'un revers de main plus de 40 années au service quand même du Parti Socialiste, quoi qu'on pense de son combat, pour ne retenir que ces derniers mois passés, non pas chez l'ennemi, pardonnez-moi, vous parlez de trahison dans un gouvernement en même temps. Sonia Mabrouk, écoutez, en 69, quand Gaston Defferre faisait 5%, il y a eu un fameux congrès, le congrès d'Alfortville, la ville dont j'ai été le maire, et nous avons reconstruit la gauche. Il y a eu Épinay, puis il y a eu François Mitterrand. Vous croyez que si les Jean-Yves Le Drian de l'époque avaient tourné le dos à leurs valeurs, à leur histoire, alors le socialisme français aurait connu ces épopées que j'ai essayé de retracer hier, et cette histoire et ces valeurs que nous portons? Écoutez, moi je ne me laisse pas intimider par les CV des uns et des autres qui doivent tout au Parti socialiste. Le sectarisme, c'est nous. Mais que Jean-Yves Le Drian soit en phase avec sa conscience quand il siège aujourd'hui avec Bruno Le Maire et Gérard Darmanin. De quoi on parle? De toute façon, dans le parcours et l'histoire de la Ve République, il y en a eu d'autres, des hommes de gauche passés à droite, de Éric Besson à Olivier Dussopt et en passant par Jean-Yves Le Drian. Bon vent, au revoir. Oui, qui n'ont pas le même parcours malgré tout, mais bon, pas raison n'est pas raison. Écoutez, oui. La trajectoire politique, c'est pas un CV. La trajectoire politique, ce sont des valeurs, c'est une histoire. Et Jean-Yves Le Drian a trahi ses valeurs et cette histoire. Charlotte Dornelas, est-ce que, comme le dit Luc Carbonas, avec ces mots, ça ne va rien changer à la vie du Parti Socialiste? Parce que quand même, malgré tout, on peut se poser la question de ces poids lourds qui restent. Je crois qu'il y a effectivement une clarification. Moi, je ne parlerai pas de trahison. C'est que Emmanuel Macron, il s'est passé la même chose à droite. En fait, Emmanuel Macron a rassemblé un centre-gauche et un centre-droit qui a vidé de certaines personnes le Parti socialiste à la fois et les Républicains qui se sont retrouvés dans un programme effectivement libéral, c'est vrai, libertaire aussi, et ce qui a attiré, à mon avis, à gauche. Maintenant que Jean-Yves Le Drian, effectivement, la clarification de ce matin, personne n'a été surpris. Même on se demandait ce qu'il faisait encore au Parti socialiste depuis qu'il avait rejoint Emmanuel Macron. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a, à mon avis, le vrai défi pour le Parti socialiste, c'est pas tellement le départ de Jean-Yves Le Drian, c'est simplement que pendant très longtemps, il y a eu des oppositions au sein du Parti socialiste, des oppositions de gauche et des discussions très vives dans l'histoire du Parti socialiste, et qu'aujourd'hui, ces oppositions se recréent en dehors du Parti socialiste. Donc, à mon avis, c'est ça qui va être votre défi pour les années à venir, c'est de convaincre que ce débat, même à gauche, ou que la gauche peut exister au Parti socialiste. Puisque vous m'avez invité, je vous demande juste une faveur. Ne tombez pas dans le piège. Jean-Yves Le Drian n'est pas parti du Parti Socialiste aujourd'hui parce qu'il le décide. Jean-Yves Le Drian, il a décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste a acté qu'il n'était plus membre du Parti Socialiste, qui était plus membre du Parti Socialiste du moment où il est entré dans le gouvernement d'Édouard Philippe.
Mais qui a instauré cette règle, pardonnez-moi, qui tombe comme un coup près, on dirait qu'on tranche une tête parce qu'on est parti regarder ailleurs. Mais nous, on n'a pas de tête à trancher, puisque... Un peu quand même, symboliquement, j'entends. Non, il n'y a pas de tête qui tranche. Il n'y a pas de tête qui tranche, puisqu'il est parti dans une autre maison. Donc qui a 2 maisons, perd la raison. Et on va parler de votre maison, là. Et justement, pour en parler, Michel Soudé, regardez cette image, regardez ces photos. Les voici, les candidats qui ont débattu hier. Et vous allez me dire, on va les voir voilà, sur l'écran. Le voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? La question du renouveau, ce n'est pas forcément une question d'âge. Est-ce que certains disent qu'on voit, alors 4 hommes, ça il est vrai, habitués aux appareils politiques, au congrès, aux combinations, disent certains, ou est-ce que malgré tout vous voyez peut-être le renouveau, peut-être même chez notre invité qui est ici ? Écoutez, déjà vos photos, elles datent pour 2 d'entre elles. À cause de ma barbe. On peut voir que Luc Carvounas a changé de lunettes et qu'Emmanuel Morel s'est fait un peu le sosie de François Hollande avec d'autres lunettes. Donc c'est quand même quelque chose... Je sais pas qui s'attaque là. C'est vrai que c'est frappant. Oui, ça a beaucoup marqué les téléspectateurs hier soir. Alors, et sur le fond. Le renouveau, écoutez, dans les 4, il y en a un qui a déjà été candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste en 2012, Emmanuel Morel. Ne l'oublions pas. À l'époque, tous les autres étaient regroupés dans une seule grosse motion qui était entièrement derrière le gouvernement, avec Benoît Hamon aussi, qui était dans cette grosse motion. Et Emmanuel Morel, fidèle à lui-même, avait voulu à ce moment-là que la gauche du PS puisse encore être incarnée, et il n'y avait pas de raison de se mettre dans la grosse motion avec les autres. Donc il avait fait un score tout à fait honorable face à Harlem Désir, qui était le candidat de tout le monde. Donc de mémoire, il avait fait pas loin de 15%. Voilà, mais alors qui est le renouveau ? Et là, donc, le renouveau, il serait plutôt à chercher dans les idées. Or, les discours qu'on a entendus hier restent quand même extrêmement marqués par cette langue morte que mes collègues de Libération décrivaient hier, mais ce n'étaient pas les premiers à le faire, où il y a un langage assez technocratique qu'on ne comprend pas toujours très bien, où on utilise des formules passe-partout. Pas que ce soit mon style. Oui, mais c'est quand même ce qu'on a beaucoup entendu. Le langage n'a pas trop changé. Alors, je vais vous faire réagir. Alors, ça tient aussi à une évolution qui est beaucoup plus ancienne du Parti socialiste, dont on parle incidemment cette semaine dans Politis, en se fondant sur une note récente de la Fondation Jean Jaurès, qui note qu'en France, les catégories favorisées ont tendance à se mettre à l'écart de la société, à se protéger, à rester dans un entre-soi. Et alors, c'est l'expression employée par la Fondation Jean Jaurès, c'est ils font sécession dans le pays, ce qui est assez grave. Mais quand ils prennent l'exemple du Parti socialiste, on note des évolutions extrêmement frappantes depuis 1981, où par exemple le taux de cadres supérieurs est passé de 19% à 38% en 2011. Et ça n'a fait que s'accentuer depuis. Luc Carvounas et d'autres ont hier adapté leur discours. Sociologiquement, le Parti socialiste s'est coupé au fil du temps de sa base électorale. Ça, vous avez complètement raison. D'ailleurs, si vous avez un peu regardé vous l'admettez comme ça mais c'est ce que j'ai dit hier soir. J'ai dit hier soir que dès 2012... Le changement, c'est pour quand ? Dès 2012, quand Terra Nova nous pond un rapport pour nous dire que finalement les classes populaires ne doivent plus être notre cœur de cible à qui on doit parler, on est en train de s'écarter du chemin qu'on aurait dû jamais quitter. Moi, je vais vous dire une chose sur hier soir. J'ai un regret. Je vais l'exprimer ici, parce qu'on peut toujours, c'est nous qui répondions, mais on répondait à des questions. Moi, ce que j'ai regretté, aucune question ne portait sur l'avenir du PS, sur les textes que nous portons, aucune. Mais vous êtes un responsable rompu à ces exercices. Vous savez très bien qu'il vous suffit de répondre à votre propre question, Luc Carvounas. On était uniquement sur le précédent quinquennat. Alors, certes, c'est confortable de rejouer le match, les légitimistes contre les frondeurs. Ça fait parler. Le lendemain, on dit les gauches irréconciliables. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que d'abord, face à un débat qui honore le Parti socialiste, qui s'inscrit dans la modernité, parce que ne pas avoir peur, même dans l'état dans lequel on est, de débattre publiquement, c'est à l'honneur d'un grand parti démocratique, et c'est ce qu'on a fait. Ça pose une pierre dans la vie politique française pour son avenir. Qui a gagné hier soir, c'est le Parti socialiste.
Donc moi, je vais continuer dès demain, où je serai dans le Puy-de-Dôme, à continuer à porter mon texte. Il a gagné peut-être une petite manche, une manchonnette. Mais la bataille, elle est longue. Mais bien sûr, j'arrête pas de le dire. On va en parler justement, parce que nous, on aimerait bien savoir combien de divisions le PS. D'où on part. Oui, ça on l'a vu, oui. Oui. Donc qu'est-ce que vous voulez? Alors, ok, on l'a vu. Et moi, je fais quoi? Dans ces cas-là, je regarde les trains passer, j'ai 46 ans, je dis, on est mort, je réponds aux esprits chacun. Non, c'est pas mon histoire. Évidemment, et c'est pour ça que vous êtes candidat à la tête du PS. Erwan Le Nohan, c'est vrai, il y a une part de vérité dans ce que dit Luc Carvounas. Quand on lit les éditos, quand on voit les articles de presse, on voit l'astre mort, le grand corps malade, le cadavre à la renverse, en parlant du Parti socialiste. Est-ce qu'on n'a pas tendance à enterrer trop vite, comme on le fait pour le Front National d'ailleurs, les partis, parce qu'Emmanuel Macron est venu avec son en même temps, sans parti? Est-ce qu'on n'a pas tendance à enterrer dans notre pays ces partis trop vite, y compris le PS? Si, je pense qu'on les enterre trop vite. Après, il y a des différences entre c'est vrai aussi, par exemple, des Républicains, mais il y a des différences entre tous les partis. La différence, je crois, entre le Front National, les Républicains et le PS, c'est que le PS a fait un score absolument catastrophique aux dernières élections et que dans l'immédiat, on ne voit pas, à mon sens, le PS exister de façon autonome pour revenir au pouvoir. C'est-à-dire que dans un premier, peut-être que dans 10 ans, ça sera le cas, mais aujourd'hui, on ne voit pas bien comment il pourrait, sans alliance, revenir au pouvoir. Donc il y a la question de, comme le disait Michel Soudet, des idées, quel est le projet qu'ils vont porter, et en fonction de ce projet, vers quelles alliances ils vont aller. Et les alliances, très schématiquement, c'est sur leur droite avec l'aile gauche d'En Marche ou sur leur gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a les idées, on va en parler. Les hommes, j'allais dire les femmes, mais là, je peux dire que les hommes en cette journée, puisque vous n'êtes que des candidats, Jean-Luc Gombault. Et puis, il y a l'occasion qui fait souvent le larron quand même. Il y a une véritable interrogation en ce moment sur la gauche en général. Au moment où il y a des réformes sur la SNCF, le statut des cheminots, la fonction publique, tout ce qui peut nourrir la contestation et favoriser la mobilisation à gauche et au Parti socialiste. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi on ne les entend pas beaucoup sur ce sujet? On ne les entend pas beaucoup. Monsieur Carvounas disait tout à l'heure que le Terra Nova leur avait dit, c'est vrai, il ne faut plus parler aux couches populaires, il faut viser ce que disait Michel Soudet tout à l'heure. Alors pourquoi ça ne prend pas? Mais parce que qu'est-ce qu'il a à proposer? Parce que ce n'est pas parler aux gens qu'il faut, c'est leur proposer quelque chose. Vous évoquiez au début de votre intervention le score de Gaston Defferre à 5%. Et depuis, mais comment il s'est redressé? Il s'est redressé grâce, pas le Parti socialiste, pas Gaston Defferre, mais le Parti socialiste, grâce au génie politique de Mitterrand, qui a dit on s'allie avec le Parti communiste, donc on revient aux questions de l'alliance, qui était, à l'époque, il y avait l'Union soviétique, donc c'était quand même quelque chose d'absolument bouleversant. Je m'allie au Parti communiste, et qu'est-ce qu'il a fait même de plus que ça? Il a repris son programme. Le programme du Parti socialiste était pratiquement un copier-coller du programme du Parti communiste. Et son idée, c'était qu'en faisant ça, je viderai le Parti communiste qui viendra vers moi, et c'est exactement... Il y avait des génies politiques. Oui, parce qu'il a eu un risque. Et à l'époque, rappelez-vous, il y avait un débat avec Michel Rocard. Vous parlez du ministre qui... Non, mais c'est important. Vous nous dit qu'on regardait le quinquennat, vous regardez beaucoup dans le rétroviseur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas craindre des scissions. C'est-à-dire que Michel Rocard a dit, puisque c'est ça, puisque vous voulez avec le Parti communiste, c'est pas fait pour moi, je prends mes valises et je m'en vais. Et Mitterrand a gagné sur cette base. Bien sûr. Puis ensuite... Qu'est-ce qui s'est passé? Je résume très rapidement. Il y a eu le programme de rigueur de 83. Et le Parti socialiste, à ce moment-là, a pris une gamelle aux élections législatives qui ont suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mitterrand a rebondi comment? Le Parti communiste est parti. Il a rebondi en avançant sur l'Europe. Il a avancé sur l'Europe. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de Parti communiste. Il y a Mélenchon, mais il ne veut pas s'allier avec vous. L'Europe a déçu. Et donc, vous arrivez à un problème, c'est que qu'est-ce que vous pouvez proposer? L'Europe déçoit, la gauche de la gauche ne veut pas de vous, et vous n'avez pas de génie politique à la tête du Parti socialiste pour retrouver une solution. Et donc, vous êtes dans une sorte d'impasse dont vous allez sortir, parce que dans l'histoire, on sort toujours des impasses, mais vous ne savez pas comment y trouver. Allez-y, juste Luc Armand, vous répondez à Jean-Luc Gombault, et j'ajoute quand même sur les hommes ou les femmes politiques qui, c'est vrai, à un certain moment de l'histoire, ont eu une vision, une stratégie. Est-ce qu'il ne manque pas, et là je ne vous adresse aucune évidemment critique, est-ce qu'il ne manque pas un homme ou une femme providentielle, ce charisme, cette surface qui fasse tout repartir? En tout cas, si vous l'avez trouvé, vous me le montrez. Vous me la montrez. C'est pas mon rôle de le trouver, mais aujourd'hui, je le dis en plaisantant. Moi, aujourd'hui, je me bats, vous l'avez compris, mais comme les autres camarades qui candidatent avec moi, à relever le drapeau socialiste. Hier, on a vu 4 candidats qui aiment leur parti, et qui aiment la France, et qui
font des propositions. Certes, elles sont peu relayées. Même quand on est interviewé, je me rends compte qu'on n'a pas lu nos textes. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais on nous dit qu'on ne propose rien. Moi, je pense qu'il faut repartir avec beaucoup de modestie sur la méthode. Je pense qu'il faut que nous redevenions le parti des causes. Le parti des causes, c'est quand je vais à Nice auprès de Martine Landry sur la question des migrants. Il faut que l'on renoue avec les classes populaires au travers de ce parti des causes. Je fais une parenthèse, la crise des migrants qui a nourri tous les populismes en Europe. Vous voulez vous saisir de cette question-là? Oui, parce qu'elle me concerne au premier chef. Je suis issu de la deuxième génération et mes grands-parents paternels sont arrivés en France dans les années 20. Je ne suis pas sûr que si Emmanuel Macron et Gérard Collomb étaient au pouvoir à l'époque, mon père serait né dans le 13e arrondissement de Paris et que moi je serais là à vous parler ce soir. Ah, c'est pas un peu... Là, ça va un peu loin, Lucas. Non, ça va un peu loin, c'est la réalité. Vous êtes allé à la Porte de la Chapelle? Non, alors oui, pour le coup, je suis allée. Mais comment vous qualifiez la politique de Gérard Collomb et d'Emmanuel Macron alors sur la crise migratoire? De Macron, la Porte de la Chapelle. La politique d'Emmanuel Macron, c'est une politique comptable, de tableau Excel, qui est en train de vous expliquer avec la circulaire du 12 décembre de Gérard Collomb. Mais vous ne la rapprochez pas avec ce que vous venez de dire dans l'histoire. Moi, j'ai proposé, puisqu'il faut faire des propositions, d'avoir le courage de régulariser ceux qui sont aujourd'hui en France. J'ai proposé que l'on remette, dans le cadre d'une Union européenne, un dialogue entre les États, notamment avec l'Europe du Sud. On peut faire le boulot, il faut voir les Dublinés, tout ça. On peut poser des actes, mais je reviens à la méthode. Il faut à la fois le parti des causes, il faut afficher ce que je dis, la gauche arc-en-ciel, qui n'est pas seulement le rose, rouge, vert, c'est aussi les syndicats, les associations citoyennes, toutes celles et ceux qui portent ces grandes causes de gauche, sur le socle de gauche. Et puis, je vous le dis, il faut que l'on repense sur le plan européen, un internationalisme de gauche qui soit plus fort. Parce que moi, je ne suis pas candidat pour être Martin Schulz, qui est en train de mettre la clé sous le paillasson du SPD. Il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, nous devons retravailler, nous, le Parti socialiste, qui sommes internationalistes, avec la gauche européenne. Parce que tous les responsables socialistes pourront venir sur ce... Laissez-moi... Non, parce que ce que je veux vous dire, c'est que tous les responsables socialistes pourront vous dire la main sur le cœur, je veux la lutte contre la reproduction des inégalités. Mais est-ce que vous regardez ce qui se passe ailleurs? C'est pas possible avec cette Europe libérale-là, je vous le dis. Allez-y. Mais sur la question, ce que vous venez de dire sur la question des migrants, outre la qualification du projet de loi d'Emmanuel Macron, mais je pense que vous venez d'expliquer exactement les raisons de la perte du vote populaire, en fait. La gauche a perdu le vote populaire quand elle a décidé de déplacer la question des opprimés en dehors des frontières de la France et ensuite de l'Europe. Mais cela dit, c'est intéressant, et vous l'avez rappelé, je vous ai trouvé pour un progressiste extrêmement conservateur hier, quand vous avez rappelé justement votre histoire, parce que vous en parlez beaucoup de l'histoire du Parti socialiste, que vous voulez la retrouver, et notamment cette question du clivage. Et je pense que c'est ce qui définit votre position par rapport, par exemple, à celle de Jean-Yves Le Drian, qui est très injuste, mais très macronien, quand il parle de repli, effectivement, du Parti socialiste. C'est qu'il y a une espèce de mouvement avec le macronisme qui dit il n'y a plus d'opposition, on va rassembler tout le monde. Mais il y a des gens qui ne veulent pas se rassembler sur ce projet-là. Et là, je vous rejoins parfaitement, pas du même côté sans doute, mais sur la question du clivage. Le macronisme, pardonnez-moi, c'est surtout la dépolitisation de tous les débats. Bien sûr, et Luc Carnel, précisément, vous êtes dans une opposition. Attendez, vous êtes dans une opposition frontale, aveugle, il faut s'opposer, pas s'opposer. On est sous la 5e République, je suis un député d'opposition, il faut maintenant, dans le nouveau monde, mais non, mais je vous pose une question. Mais justement, je vous en félicite, moi. Donc, oui, allez-y, Michel Saudet. Une question. C'est vrai que pendant des années, et là, vous avez effectivement beaucoup de travail à faire, le Parti socialiste n'a plus produit aucune idée. La dernière qu'on avait entendue, personne ne l'avait compris, c'était Martine Aubry, qui voulait aller vers une société du care. Donc, traduisons en l'anglais, pour du soin auprès des gens. Là, Emmanuel Macron, hier, Emmanuel Morel a dit quelque chose quand même d'assez fort. Il a dit que finalement, Emmanuel Macron, c'est quand même votre créature au Parti socialiste. Le fait que Jean-Yves Le Drian ait pu rester au Parti socialiste et tous les ministres issus du Parti socialiste qui entourent Emmanuel Macron ont tendance à le prouver aussi. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas, de ce côté-là, une faillite? Je vais encore apparaître un peu conservateur. Bah oui, mais moi, je vais vous dire... Il y a tout un courant qui était autour de François Hollande, historiquement, vous me verrez, qui a généré Emmanuel Macron. Vous ne me verrez jamais parler du président de la République en le nommant de créature. Voilà, ça, je suis un peu old school, sur les institutions. Vous les faites, qui sont un peu douteux. Non, je crois pas. En tous les cas, surtout quand on les vit au quotidien comme élu local. En tous les cas, moi, je pense que nous avons pendant trop d'années délégué à des think tanks, à des experts, ce que finalement devait être la pensée socialiste. On a fait
des tonnes de conventions. Les étagères de Solferino sont blindées d'ouvrages, de conventions, de cahiers où on dit ce que l'on doit faire et finalement on ne fait rien. Moi je crois qu'il ne faut pas qu'on se lance, comme je le lis dans certains textes, à nouveau parce qu'on ne propose rien, je ferai des conventions sur ça. On a fait ça 1000 fois. Il faut qu'on se retrouve sur une ligne idéologique de gauche avec c'est quoi, c'est des hommes et des femmes politiques qui refont société, qui repensent la société et qui ne la laissent pas faire à des experts. Vous savez, Emmanuel Macron, dans sa carrière, dans son CV, il était un expert aussi, aux côtés de Jacques Attali. Il a été un expert de François Hollande dans sa campagne présidentielle. C'est un défaut, c'est tabou d'être on a vu le expert. résultat des experts. Bah, pas encore, on a là, en quelques mois, l'occurrence, attendez. Non, mais on a vu le résultat des experts pour la gauche, on a vu le résultat. Ah oui, à laquelle vous faites partie, à laquelle vous faites partie. Oui, mais moi je suis un élu de base, je suis un militant, on m'a rien donné. Je me suis construit dans ma vie en allant chercher tout avec les dents dans tous les combats politiques, aussi difficiles soient-ils. Je ne suis pas nommé par le fait de François Hollande ministre pour ensuite trahir le président de la République qui vous a porté à ses côtés. C'est une conception des choses. Bon. Donc vous êtes resté dans la tempête, on voit bien dans la révision constitutionnelle qu'Emmanuel Macron, qui appartient à cette technostructure, veut casser tous les pouvoirs des élus locaux et réduire le pouvoir du Parlement au profit de la technostructure. C'est pas mon truc. La technostructure, c'est pas propre au PS ces dernières années, c'est quand même propre à la France de manière générale. On a le droit de pas être d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Hein. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à mon avis un problème bien plus structurel que le problème du PS ces 20 dernières années. Sur les questions de gauche européenne dont vous parliez tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que la gauche européenne, social-démocrate, en tout cas pas d'extrême gauche, elle est complètement déconfite dans tous les pays. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans la plupart des pays, c'est la gauche plutôt radicale qui prend le pas. En France, c'est la France insoumise qui est très dynamique. Au Royaume-Uni, c'est Corbyn. Dans l'Europe du Sud, c'est aussi des partis très à gauche. La social-démocratie est structurellement très mal en point dans l'ensemble de l'Union européenne. Et pour le coup, j'entends pas de réponse nouvelle de la part du Parti socialiste. Il n'y a pas. Pardon, je finis juste. Sur les sujets des idées dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'idées. Vous parlez de grands projets, mais moi je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on attend le Parti socialiste, c'est quelle solidarité aujourd'hui dans un monde où il y a la mondialisation, l'État est en crise. Qu'est-ce qu'une vision de gauche de la solidarité, de la redistribution? Qu'est-ce que vous proposez pour la protection des travailleurs alors qu'il y a l'uberisation? Là, il n'y a rien du tout. Alors il y a l'extrême gauche qui propose des choses qui, à mon avis, sont pas la bonne voie. Mais on n'a pas, on n'entend pas de nouvelles pensées de gauche de ce côté-là. Parce que pour avoir lu quand même, voilà. Caricature évidemment, mais on n'entend pas de projet de société. Vous voyez ce que je veux dire? D'orientation à la fin de l'émission. Et donc, grande cause, mais quel sujet concret pour conclure? Et j'ajoute une question. PS, combien de divisions? Combien de militants? Sujet concret, mais on n'aura pas le temps de le traiter là. Il faut que la gauche se préoccupe réellement de la question du pouvoir d'achat. Voilà, c'est un sujet concret sur lequel il faut qu'on avance et où on a totalement échoué. Mais la France en général, depuis 10 ans, et les socialistes en particulier, dans le dernier quinquennat. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on doit travailler. C'est pour ça que vous êtes candidat à la tête du PS. Une question, combien vous espérez de votants? Écoutez, moi j'ai vu que le PS espérait 30 000 votants. C'est la barre haute, c'est la fourchette haute. Vous savez, La République En Marche, l'été dernier, au moment de la votation sur ses statuts, alors qu'ils ont 400 000 adhérents, c'est 35 000 votants. Hein. Donc si on est au même niveau que La République En Marche... Oui, non mais... C'est pas le plus important, c'est le projet, les idées. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas louper la marche des élections européennes et des élections locales à venir. D'en reparler. Merci Luc Carvona.